Bienvenue à tous dans cet épisode de Métapolitique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des essais les plus puissants et les plus dérangeants du XXe siècle, Mensonges romantiques et vérités romanesques, publié en 1961 par René Girard. En aparté, vous pouvez retrouver le livre sur le site métapolitique.fr et le télécharger au format EPUB. Si vous êtes persuadé que vos désirs vous appartiennent, qu'ils naissent spontanément au fond de votre âme, Girard va vous secouer un peu. Non, votre désir n'est pas original, il est imité, c'est ce qu'il appelle le désir mimétique. À travers les grandes œuvres littéraires de Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust et Dostoïevski, Girard montre une chose très simple et pourtant révolutionnaire. L'homme ne sait pas naturellement ce qu'il doit désirer. Pour le savoir, il regarde son voisin. Ces romans forment un parcours fascinant à travers plusieurs siècles de littérature. Cervantes, avec Don Quichotte au début du XVIIe siècle, invente le roman moderne dans la grande période de rayonnement culturel de l'Espagne. Stendhal, au cœur du XIXe siècle français, dissèque avec ironie la société post-révolutionnaire dans le rouge et le noir. Flaubert, son cadet, pousse le réalisme à son sommet avec Madame Bovary en 1857, tandis que Proust, au tournant du XXe siècle, construit dans À la recherche du temps perdu une cathédrale romanesque d'une sensibilité et d'une intelligence inouïes. Enfin, Dostoïevski, dans la Russie du XIXe siècle, explore avec une intensité vertigineuse les abîmes de l'âme humaine dans des romans comme Crime et Châtiment ou Les carnets du sous-sol. Autant d'œuvres majeures, écrites à des époques différentes, qui révèlent pourtant la même vérité profonde sur nous-mêmes et que je vous engage vivement à lire ou à relire. Dans cet épisode, nous allons démonter ce que Girard nomme le mensonge romantique, cette illusion de l'individu totalement autonome. Pour découvrir la vérité romanesque, nous sommes des êtres de relation et nos désirs forment des triangles. Pour entrer dans la pensée de Girard, il faut d'abord visualiser une figure toute simple. Un triangle. D'habitude, nous imaginons le désir comme une ligne droite. Un sujet, moi, qui veux un objet, ce que je désire. Girard brise cette belle ligne droite. Il ajoute un troisième point, le médiateur. C'est cette personne, réelle ou imaginaire, qui désigne l'objet comme désirable. L'exemple fondateur, c'est Don Quichotte de Cervantes. Pourquoi Don Quichotte veut-il à tout prix devenir chevalier errant ? Ce n'est pas une impulsion venue du plus profond de lui-même, c'est parce qu'il imite Amadis de Gaule, le héros des romans de chevalerie qu'il dévore. Don Quichotte renonce à sa propre volonté. C'est Amadis qui choisit à sa place ce qu'il doit désirer. Girard appelle cela la médiation externe. Le modèle est tellement lointain, tellement idéal ou imaginaire qu'il ne peut jamais devenir un rival. Le désir reste alors relativement stable, presque pur, c'est encore une forme d'admiration. Mais que se passe-t-il quand le médiateur se rapproche, quand il n'est plus un héros de légende, mais quelqu'un de notre monde, notre voisin, notre collègue, notre ami ? Bienvenue dans la modernité et dans ce que Girard appelle la médiation interne. Dès lors que le modèle devient notre égal, il se transforme presque automatiquement en rival. Si nous désirons la même chose que lui, il devient l'obstacle qui nous barre la route. C'est là que naissent les fameux sentiments modernes décrits par Stendhal. L'envie, la jalousie, la haine impuissante. Le vaniteux, selon Girard, ne désire pas un objet pour sa valeur propre, mais uniquement parce que son rival le possède ou le convoite. Prenons l'exemple de Monsieur de Rênal dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. Il décide d'engager Julien Sorel comme précepteur, non par amour de l'éducation de ses enfants, mais parce qu'il craint que son rival Valenod ne le fasse avant lui. Le désir n'est plus qu'une construction sociale, alimentée par la peur et la comparaison permanente. Pourquoi Girard parle-t-il de mensonge romantique ? Parce que toute notre culture nous pousse à cacher cette imitation. Le romantique veut se croire unique, original, libre. Il veut croire que son désir vient du plus profond de lui-même, du dedans. Il nie farouchement la présence du médiateur pour préserver son illusion d'autonomie. À l'opposé, la vérité romanesque est celle que révèlent les plus grands romanciers. Eux osent montrer le médiateur au grand jour. Flaubert, dans Madame Bovary, nous offre l'un des exemples les plus célèbres et les plus cruels, le bovarisme. Emma Bovary ne désire presque rien par elle-même. Ses rêves d'amour passionné, de luxe, d'aventures extraordinaires, tout lui vient des romans romantiques et sentimentaux qu'elle dévore avidement. Ses lectures médiocres lui fournissent ses modèles de désir. Flaubert dissèque avec une précision chirurgicale et une ironie implacable cette insatisfaction chronique qui ronge Emma et, à travers elle, tant de vies modernes. Madame Bovary reste aujourd'hui encore d'une actualité saisissante. Proust, lui, dans À la recherche du temps perdu, dissèque avec une finesse psychologique inégalée le mécanisme du snobisme. Le snob ne désire pas un salon mondain pour sa beauté ou son intérêt réel, mais uniquement parce que les autres lui accordent du prestige. C'est le regard des gens du monde qui rend cet univers désirable. Proust nous fait entrer dans les rouages subtils du désir social avec une intelligence et une sensibilité extraordinaires. Plus le médiateur se rapproche, plus la souffrance devient intense. Chez Dostoïevski, on atteint le paroxysme de cette spirale infernale. Dans Les carnets du sous-sol, le héros souterrain finit par adorer et haïr son rival en même temps. Il oscille entre une fascination maladive et une envie destructrice. Le médiateur n'est plus un simple modèle. Il est devenu une sorte de dieu à face humaine,
une idole que l'on veut à la fois assimiler totalement et anéantir. Girard appelle cela le sacré dégradé de la modernité. Nous avons remplacé Dieu par nos semblables, et cette substitution transforme nos relations en un mélange explosif d'adoration et de rivalité mortelle. Sommes-nous condamnés à tourner éternellement dans ce cercle infernal de rivalité et de haine ? Cette étape finale, que René Girard appelle la conversion romanesque, est le moment le plus puissant de son analyse. Pour bien la comprendre, il faut s'arrêter sur le destin de 3 figures littéraires emblématiques qui, au seuil de la mort ou de la ruine, voient leur monde s'écrouler pour laisser place à la vérité. Don Quichotte, Julien Sorel et Raskolnikov. Pour bien situer le personnage, Don Quichotte, à force de lire des romans de chevalerie, a fini par perdre la raison et se croire lui-même chevalier errant. Il a passé sa vie à imiter son idole, le légendaire Amadis de Gaulle, au point de ne plus voir la réalité. Il prenait des moulins pour des géants et des auberges pour des châteaux. Mais à la toute fin du roman de Cervantes, Don Quichotte est sur son lit de mort. Girard souligne que c'est là que le miracle se produit. Il retrouve un jugement libre et clair. Il déclare « Je suis l'ennemi d'Amadis de Gaulle et de tout l'infini bataillon de sa race. » En renonçant à son modèle, il renonce à son orgueil. Il ne veut plus être un dieu de légende, il accepte enfin d'être simplement lui-même, un homme mortel. C'est la fin du désir triangulaire. Le triangle s'effondre et le héros guérit de sa folie. Dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, Julien Sorel est un jeune homme d'origine modeste, dévoré par l'ambition, qui imite Napoléon pour conquérir la haute société parisienne. Il vit dans un état de guerre permanent contre les autres, qu'il voit soit comme des obstacles, soit comme des modèles de vanité. Sa conversion survient dans un cachot, alors qu'il attend son exécution. Soudain, toute sa volonté de puissance s'évanouit. Sa passion pour Mathilde de la Mole, qui n'était qu'une passion de tête nourrie par la rivalité, l'abandonne totalement. Il se détache des ambitions mondaines qui l'étouffaient et se tourne vers Madame de Rênal, le seul être qu'il ait aimé sincèrement, loin du regard des autres. Girard explique que Julien trouve la paix parce qu'il rompt brusquement ses relations de rivalité avec la société. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur aux autres pour exister. Enfin, chez Dostoïevski, le héros de Crime et Châtiment, Raskolnikov est un étudiant qui a basculé dans une idéologie meurtrière. Il s'est persuadé qu'il était un surhomme, un être supérieur à qui tout est permis, même le meurtre, pour atteindre ses buts. C'est le stade ultime de l'orgueil, vouloir se faire Dieu par soi-même. Mais après son crime, Raskolnikov s'enfonce dans un enfer de solitude et d'angoisse. Sa conversion n'est pas une simple prise de conscience, c'est une véritable résurrection. En acceptant sa condamnation, il renonce à son rêve de puissance solitaire pour réintégrer la communauté humaine. Il ne se voit plus comme un dieu au-dessus des hommes, mais reconnaît dans ses semblables des frères. René Girard montre que ces conclusions ne sont pas des fins heureuses, artificielles. Elles révèlent que le génie romanesque naît de l'humilité. La conversion est le moment où le héros renonce à son orgueil. Il cesse de vouloir être Dieu à travers l'autre. Il reconnaît enfin dans son rival un semblable, un frère aussi fragile et égaré que lui. C'est précisément cette victoire sur le désir mimétique qui permet au romancier d'écrire son œuvre véritable. Le génie romanesque commence là où s'effondrent les mensonges de l'ego. Pour conclure, René Girard nous invite à une humilité radicale. Comprendre que nos désirs sont imités n'est pas une condamnation, c'est au contraire le début de la liberté. En identifiant nos médiateurs, nous pouvons arrêter de voir l'autre comme un obstacle permanent et commencer à le regarder comme un miroir de nos propres illusions. Le monde moderne est saturé de rivalités invisibles. La vérité romanesque reste l'une de nos meilleures armes pour les désamorcer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Métapolitique jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus loin, je ne peux que vous recommander chaleureusement la lecture de ce chef-d'œuvre, Mensonges romantiques et vérité romanesque de René Girard. Et surtout, plongez ou replongez dans les romans dont nous avons parlé aujourd'hui. Ce sont tous de grands classiques de la littérature universelle, des œuvres dont la lecture reste indispensable et profondément enrichissante. Don Quichotte de Cervantes, Le Rouge et le Noir de Stendhal, Madame Bovary de Flaubert, À la recherche du temps perdu de Proust, ainsi que les romans majeurs de Dostoïevski comme Crime et Châtiment. Ces livres ne sont pas seulement des monuments littéraires, ils sont de puissants miroirs de notre humanité. Ils vous marqueront durablement. Certains de ces romans peuvent paraître au premier abord un peu intimidants, voire un peu désuets pour nos habitudes de lecture actuelles. Ils demandent effectivement un véritable effort de concentration pour s'y plonger pleinement. J'avoue moi-même avoir été agacé à ma première lecture par les tergiversations interminables de Julien Sorel ou par ce que je considérais comme la connerie monumentale de Raskolnikov. Quant à Proust, je dois être honnête, il ne m'a jamais vraiment passionné. Mais dans le lot, il y a forcément des romans et des auteurs qui vont vous faire tilt. Ça peut être l'incroyable ouverture de La Chartreuse de Parme de Stendhal, avec ses scènes haletantes pendant les guerres napoléoniennes et la bataille de Waterloo, vue du côté d'un jeune homme complètement perdu. Chacun y trouvera son entrée. D'ailleurs, j'ai en projet de vous proposer bientôt une liste de livres à lire, tous domaines confondus, avec une belle sélection de romans incontournables. À très bientôt pour un nouvel épisode, et on se retrouve bientôt pour un prochain sujet sur Métapolitique.